il a déjà écrit un livre plus épais, donc là c'est un deuxième livre de vulgarisation, enfin entre guillemets, si c'est possible de vulgariser cette question, je ne suis pas vraiment sûre. Donc Pierre, je vais te laisser te présenter succinctement et peut-être nous présenter de façon assez courte la base géographique, déjà peut-être. Hein. D'ailleurs, la base géographique qui figure en première de couverture d'ailleurs sur ton livre, hein, qui est ici en vente pour la modique somme de 6 € que je vous conseille de vous procurer, parce que pour 6 € quand même on a un maximum d'informations. C'est léger, ça rentre dans le sac, et c'est bien de s'y référer de temps en temps. Voilà, je te laisse la parole, Pierre. Je prends celui-là et moi, si j'ai des questions dans la salle, on prend. Je vais un peu commencer par me présenter personnellement, puis par présenter mon association. Donc, je m'appelle Pierre Stamboul, je suis juif comme Adèle vient de le dire. Mes parents sont arrivés d'un pays qui n'existe plus, qui s'appelle la Bessarabie, qui est en Europe orientale, partagée aujourd'hui entre Moldavie et Ukraine. Mes parents ont été dans la résistance communiste au nazisme. Ma mère était dans la MOI, la main-d'œuvre immigrée. Elle a survécu, mais toute sa famille qui était restée en Europe de l'Est a été exterminée, se sont disparus. Mon père a été un des très rares survivants du groupe Manoukian. Il a été arrêté, torturé par les Français et déporté à Buchenwald. Je dis ça parce que, comme vu les propos que je vais tenir très facilement dans le traité d'antisémite, j'explique un petit peu d'où je viens. Et je suis coprésident de l'Union juive française pour la paix, qui est une association de quelques centaines de personnes. Alors pourquoi l'Union juive française pour la paix? Parce que la guerre au Proche-Orient, d'abord, il est toujours faux de dire une guerre israélo-palestinienne, parce qu'on a l'impression que c'est deux pays qui se battent. Non, c'est un pays avec la 4e armée du monde, c'est même une armée dotée d'un État, Israël, qui se bat contre un peuple désarmé. Et dans cette guerre-là, cette guerre n'est ni raciale, ni communautaire, ni religieuse. C'est une guerre qui porte sur des questions essentielles, le refus du colonialisme et l'égalité des droits. Et il était fondamental que dans cette guerre, il y ait une composante juive, exactement comme en Israël, il existe de façon très minoritaire un courant anticolonialiste, quelques milliers de personnes qui très régulièrement, j'en parlerai un petit peu, manifestent contre ce que le tribunal Russell sur la Palestine vient de qualifier, à propos de l'opération Bordure protectrice contre Gaza, de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et incitation au génocide. Et je rappelle qu'un des fondateurs du tribunal Russell sur la Palestine était Stéphane Hessel. Alors je vais peut-être d'abord commencer par faire une description de ce qu'est l'apartheid israélien. Ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir, c'est que le sionisme, c'est comme l'apartheid, et que l'État d'Israël doit être traité par nous tous citoyens, exactement comme l'Afrique du Sud a été traitée à l'époque de l'apartheid, et que c'est nous qui avons aujourd'hui la responsabilité de sortir de ce conflit, et d'en sortir par le haut, c'est-à-dire d'en sortir par le droit international et par l'égalité des droits. Vous avez aujourd'hui, entre mer Méditerranée et Jourdain, en gros, 6 millions de juifs israéliens et 6 millions de Palestiniens. Mais les Israéliens possèdent tout. Ils possèdent l'entièreté du pouvoir politique, ils possèdent la quasi-totalité du pouvoir économique, ils possèdent 93% de la terre, ils possèdent 90% de l'eau. Et au contraire, comment une telle situation qui s'apparente totalement à l'apartheid est-elle possible? Elle est possible parce que l'occupant a totalement fragmenté la société palestinienne en autant d'entités qui ont chacune un degré de discrimination et un degré d'oppression différent. Alors je vais essayer d'énumérer très rapidement les différentes composantes de la Palestine fragmentée. La première composante, la plus importante, c'est la Cisjordanie. Si j'enlève Jérusalem-Est, la Cisjordanie aujourd'hui, c'est 2 300 000 Palestiniens et 400 000 colons. Mais quand vous allez là-bas, la première question que vous vous posez, c'est où est la frontière? La frontière internationalement reconnue a totalement disparu. Le mur, qui fait 700 km, empiète d'environ 15% sur la superficie de la Cisjordanie.
La Cisjordanie elle-même, du vivant d'Arafat et d'Yitzhak Rabin, a été séparée en 3 zones, zone A, zone B, zone C. La zone C, qui couvre 60% de la superficie de la Cisjordanie, est aujourd'hui totalement annexée. Elle comporte tous les blocs de colonies et la vallée du Jourdain. Et la zone A, où se trouve l'essentiel de la population palestinienne, ce sont les grandes villes. C'est là où Ariel Sharon expliquait que les chars israéliens s'arrêteraient au dernier endroit où ils pourraient aller, là où il y a trop d'Arabes, où ils ne peuvent pas continuer. Dans la zone A sont toutes les grandes villes palestiniennes, donc Nablus, Hébron, Bethléem, Jenin, etc. Et quand vous allez dans ces villes-là, vous pouvez tourner à 360 degrés, vous voyez partout le mur, les colonies et les chars. Et aujourd'hui, même la zone A est régulièrement envahie, et la zone C, je vous l'ai dit, est totalement sous voie d'annexion. Il faut savoir aussi qu'en Cisjordanie, l'essentiel des terres a été volé par les Israéliens. 42% de la terre israélienne, de la terre de la Cisjordanie aujourd'hui, appartient aux Israéliens. Que le mur coupe en deux des villages, coupe en deux des écoles, que le mur rend impossible des actes quotidiens comme aller étudier, aller se soigner, qui sont devenus des actes extrêmement dangereux parfois, ou extrêmement longs et extrêmement compliqués, que les 400 000 colons, dont une moitié sont des colons économiques, parce que les villas, les habitations dans les colonies sont 3 à 4 fois moins chères qu'à Jérusalem ou à Tel Aviv, les colons ont des routes de contournement qui leur permettent d'aller en moins d'1 heure à Jérusalem, en un peu plus d'1 heure à Tel Aviv, alors que pour les Palestiniens, qui ont des plaques d'immatriculation verte, il y a des chemins caillouteux, des petites routes, que même pour aller par exemple de Ramallah à Bethléem, on ne peut pas traverser Jérusalem, il faut passer par le désert de Judée, et c'est une véritable aventure. Il faut savoir que les richesses naturelles de la Cisjordanie ont été pillées, et que les Palestiniens de Cisjordanie doivent payer leur propre eau et leur propre électricité aux Israéliens, alors que l'essentiel de l'eau de la région vient soit du plateau du Golan, soit du lac de Tibériade, soit de Cisjordanie, qui est le principal réservoir d'eau. Mais les puits que les Palestiniens ont été bouchés et ils doivent y compris payer leur propre eau aux Israéliens. Si j'évoque la situation de Jérusalem-Est, qui est le deuxième point de l'apartheid israélien, à Jérusalem, c'est une ville d'environ 800 000 habitants, c'est la ville des 3 tiers. Il y a un tiers de la ville qui est Jérusalem-Ouest, qui était israélienne depuis 1948, mais qui est déjà une ville où a eu lieu un grand nettoyage ethnique en 1948. Par exemple, le plus grand crime de la guerre de 1948 a eu lieu à Der Yassin, qui appartient aujourd'hui au périmètre de Jérusalem-Ouest. C'est là que les milices d'extrême droite de l'Irgun et du groupe Stern ont massacré 250 Palestiniens le 9 avril 1948. Aujourd'hui, Der Yassin s'appelle Givat Shaoul, c'est un nouveau quartier de Jérusalem-Ouest, et le tunnel routier qui passe sous Givat Shaoul porte le nom de l'assassin, puisqu'il porte le nom du tunnel Menachem Begin. Attends, moi je crois que ce qui serait peut-être intéressant, parce que là, pour les gens qui connaissent, c'est peut-être très très facile à comprendre, mais pour les gens qui ne connaissent pas du tout, je pense que ça serait bien de faire un petit point de présentation. Un petit point de présentation qui juste rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, comment, de ton point de vue, puisqu'il n'y a pas d'objectivité, enfin moi je défends le principe qu'il n'y a pas d'objectivité, comment tu peux raconter la création, toi, de l'État d'Israël en 1948, sachant que si on remonte loin, alors on va à la création du sionisme, et il faudra que tu en dises quelques mots. Il faudrait juste tracer un petit point d'histoire pour que vous puissiez vous repérer, parce que sinon vous n'allez rien là, comprendre. pourquoi c'est intéressant d'avoir la situation actuelle? Mais je ne dis pas que c'est pas intéressant, je dis que c'est bien de... J'ai tenu à faire cette présentation, je m'explique et je m'en justifie. J'ai l'intention de partir de l'apartheid israélien pour ensuite partir de l'histoire du sionisme. Parce que je pense que partir de l'histoire du sionisme à froid, sans déboucher, sans expliquer, sans avoir dans l'idée de ce à quoi il a abouti aujourd'hui, est quelque chose de relativement difficile à comprendre. Donc, je persiste parce que justement, dans Jérusalem, je vais décrire un des problèmes, une des questions du sionisme. C'est que le sionisme a fait un nettoyage ethnique en 1948, qui était celui de Der Yassin, qu'il a fait ce que j'appelle un effacement de la mémoire. Quand on sait aujourd'hui que le musée de Yad Vashem, qui est le musée du génocide nazi, se trouve sur le territoire de Der Yassin, il y a là une escroquerie manifeste.
sur la question de la mémoire, quelque chose d'extrêmement important. Ce que je veux aussi signaler, parce que je vais en parler tout à l'heure, sur la création du sionisme, c'est qu'à Jérusalem-Est, on vit aujourd'hui 500 000 habitants. En gros, 52% de Palestiniens et 48% d'Israéliens. Dans Jérusalem-Est, des quartiers entiers nouveaux ont été créés. Donc il y a aujourd'hui entre 200 et 250 000 Israéliens qui vivent sur le territoire de Jérusalem-Est. Que quand les sionistes ont annexé Jérusalem-Est en 1967, ils ont multiplié par 10 la superficie de la ville. Autrefois, Jérusalem-Est, c'était juste la vieille ville et un ou deux quartiers autour. Aujourd'hui, c'est 4% de la Cisjordanie, entre Bethléem et Ramallah. Ça rend impossible toute liaison entre le centre et le sud de la Cisjordanie. Et ce qui s'est passé à Jérusalem-Est, c'est qu'aujourd'hui, non seulement il y a des nouveaux quartiers entièrement juifs, comme Pisgat-Ze'ev, où les Français, merci Veolia et Alstom, ont construit un tramway qui relie Jérusalem-Ouest à de nouvelles colonies, mais dans les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est, à Silwan par exemple, on utilise la Bible pour faire un nettoyage ethnique. À Silwan, en ce moment, on construit le parc du roi David, la maison du roi David, le musée du roi David, alors que je l'expliquerai un petit peu après, même les plus grands archéologues israéliens expliquent que le roi David n'a probablement pas existé, ou en tout cas que s'il a existé, c'était tout au plus un conducteur de troupeaux de moutons. Donc, cet aspect de Jérusalem, qui est aujourd'hui devenu un petit peu le centre de la question de l'expansion, me paraît extrêmement important. Le troisième aspect de l'apartheid israélien, ça va être Gaza. Alors Gaza, il y a un Gazaoui devant nous. Il y a Sarah qui a séjourné 1 an et demi à Gaza. Ce que moi je peux en dire, je n'ai été que 48 heures à Gaza en décembre dernier. Gaza, c'est un véritable laboratoire. C'est un endroit où aujourd'hui la direction israélienne expérimente comment 1 800 000 personnes peuvent vivre en cage. Vivre en cage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont privés. En gros, il faudrait 400 camions pour ravitailler Gaza tous les jours, et il en passe, quand il en passe, 30 ou 40. Actuellement, nous essayons d'aller à Gaza le mois prochain, tout est bloqué. Actuellement, il faut savoir que les seuls qui profitent de la reconstruction de Gaza pour l'instant, ce sont les Israéliens qui ont des camions de ciment qui passent. Côté égyptien, absolument, tout est bloqué actuellement. Gaza, c'est un endroit où pendant 7 ans, parce que les Palestiniens ont mal voté, parce que le Hamas, qui a été décrété entité terroriste, a pris le pouvoir à Gaza, alors que quand même, s'il y a bien un État qui a eu deux authentiques terroristes à sa tête, c'est bien l'État d'Israël avec Menachem Begin et Yitzhak Shamir, le peuple de Gaza a été puni, c'est-à-dire privé de nourriture en quantité suffisante, privé d'eau. Il faut savoir que les Israéliens, quand ils ont évacué Gaza, ont pompé complètement la nappe phréatique et qu'aujourd'hui l'eau à Gaza est inconsommable, que c'est une eau qui est salée, que donc 90% de l'eau qui est à Gaza ne peut pas être bue et ne peut pas être utilisée pour l'agriculture, que donc y compris il faut importer l'eau. À Gaza on manque de médicaments, on manque de ciment, on manque de matériel scolaire, on manque d'électricité. Moi quand j'y étais, il y avait 6 heures d'électricité par jour, la centrale électrique ayant été pulvérisée pendant l'opération bordure protectrice, il y en a aujourd'hui 3 ou 4 heures. Donc on est dans cette situation-là de chaos absolu, mais on expérimente comment un peuple peut arriver à résister, et évidemment, si jamais de temps en temps ils en ont un petit peu marre et ils balancent une ou deux roquettes sur Israël, ils sont instantanément traités de terroristes. Et pour Gaza, c'est une honte absolue, ça se passe à 3000 km de nos côtes, on laisse faire ça, on laisse l'Europe avoir payé un port et un aéroport qui ont été pulvérisés dans les heures suivantes après leur inauguration. On laisse une flottille internationale arriver sur Gaza et être arraisonnée par des pirates et personne ne dit rien. Et à côté de ça, on a des présidents français qui vont faire bisous avec le fasciste Lieberman ou avec le criminel Netanyahou. D'un point de vue juif, je dis c'est quand même quelque chose d'extrêmement choquant. Je vais parler d'un quatrième aspect de l'apartheid israélien qu'on oublie toujours, les Palestiniens d'Israël. Ils forment aujourd'hui 23% de la population. Ce sont des miraculés. Eux-mêmes se décrivent quelque part comme des gens qui auraient dû être expulsés. Ça a été longtemps nié par les Israéliens. Il a fallu attendre l'ouverture des archives 50 ans après la guerre, donc en 1998, pour que tous les grands historiens israéliens, Ilan Papé, Avi Shlaim, Shlomo Sand,
Benny Morris, qui est sioniste, reconnaissent que le projet était bien d'expulser tous les Palestiniens, que ce projet était majoritaire dans l'idéologie sioniste depuis les années 30, comme Maryse Darbour le décrit très bien dans son film La Terre par l'Arabe, et que, en gros, les 20% de Palestiniens qui ont réussi à ne pas être expulsés en 1948 sont quelque part des miraculés. Des miraculés, mais des sous-citoyens. Actuellement, le taux de pauvreté chez les Juifs israéliens est entre 10 et 15%. Le taux de pauvreté chez les Palestiniens d'Israël tourne entre 50 et 55%. Ils ont très légalement une interdiction à un certain nombre de métiers, en gros tous les métiers de la fonction publique, la compagnie des eaux, la compagnie de téléphone, en gros tous les métiers qui sont déclarés stratégiques. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de villages interdits, là où il y a les plus grandes agressions contre les Palestiniens d'Israël. Il ne faut pas oublier que ces Palestiniens d'Israël ont vécu sous couvre-feu jusqu'au début des années 60. C'est aujourd'hui les Bédouins du Negev. Ces Bédouins du Negev qui sont palestiniens et qui sont citoyens israéliens vivent aujourd'hui dans des bidonvilles en plein désert. 100 000 d'entre eux vivent dans des villages interdits qui sont régulièrement détruits. On a même le KKL, le Front National Juif, qui envoie des shminitzim, des étudiants de dernière année de terminale, faire des stages de formation. Apprenez à détruire un village bédouin. Le village d'Al-Araki, qui est à 7 km de Beersheba, a été détruit 60 fois. Et le reste de la population aujourd'hui est enfermé dans le cimetière. C'est le dernier endroit où très prochainement ils vont être à nouveau expulsés. Et donc le projet est d'installer 500 000 nouveaux colons dans le nord du Negev, là où vivent depuis plus de 350 ans les Bédouins du Negev, dont je répète, ce sont des citoyens israéliens. Pour terminer sur l'apartheid israélien, après je vais parler de l'histoire du sionisme, ne jamais oublier la question des prisonniers. Vous avez aujourd'hui 6 000 prisonniers politiques en Israël, dont 900 ont été arrêtés au tout début de bordure protectrice. Vous avez certains prisonniers qui sont en prison maintenant depuis bien avant les accords d'Oslo, donc depuis maintenant 25 ans ou tout. Vous avez tous les partis politiques sans exception qui sont touchés. Il y a Marwan Barghouti qui est bien connu, qui appartient au Fatah. Il y a toute la direction politique du FPLP, dont Ahmed Sadat, le secrétaire général, qui est en prison. Et il y a au niveau du Hamas une vingtaine de maires et de députés qui sont en prison. Il faut savoir que les Israéliens torturent dans les prisons. Il faut savoir qu'ils utilisent de façon très abusive et systématique la détention administrative, c'est-à-dire l'arrestation sans jugement. Il faut savoir qu'il y a environ 200 enfants dans les prisons, dont certains ont 11 ans. Il faut savoir qu'ils utilisent l'isolement, que les prisonniers de Gaza, pendant très longtemps, n'ont pas pu recevoir la visite de leur famille. Donc voilà, il faut avoir un petit peu toute cette image des violations des droits de l'homme qui sont commises au niveau des prisonniers. Surtout, le chiffre le plus affreux, depuis 1967, 800 000 Palestiniens ont connu la prison. À l'échelle de la France, c'est comme si 15 à 20 millions de personnes étaient là en prison dans cette période. Quand vous allez là-bas, il n'y a pas une seule famille qui n'a pas eu un prisonnier. Quand vous rencontrez un militant, vous discutez avec lui, vous voyez qu'il y a un trou dans ce qu'il vous raconte. Et quand vous commencez à l'interroger, c'est 5 ans, 10 ans, parfois 17 ans de prison qu'ils ont fait. Et puis toujours, parce que si on oublie ça, on n'a pas compris la question palestinienne. Le peuple palestinien est un peuple de réfugiés. 800 000 Palestiniens ont été expulsés de leur pays en 1948. Avec leurs descendants aujourd'hui, 4,5 millions de Palestiniens ont la carte de l'UNRWA, l'Office des Nations Unies chargé des réfugiés. Une grosse moitié de ces réfugiés habitent dans des camps en Cisjordanie, à Gaza, ou dans 3 pays arabes qui sont la Jordanie, la Syrie et le Liban. Donc quelque part, quand on parle du retour des réfugiés, le retour des réfugiés dans un État palestinien qui serait réduit à 22% de la Palestine, ça n'a aucun sens. Il y a déjà 75% de réfugiés à Gaza et 35% en Cisjordanie. Il est bien évident que le droit au retour des réfugiés, c'est quelque chose qui doit se faire dans la Palestine historique. Les Palestiniens qui ont été en Jordanie, en Syrie ou au Liban ont été extrêmement maltraités par les pays frères. De façon générale, leur direction en tout cas, se sont très très mal conduits vis-à-vis des Palestiniens, y compris pendant la guerre de 48, où ils se sont battus pour leurs propres intérêts et pas pour les intérêts des Palestiniens. Il faut savoir aussi qu'il y a une diaspora palestinienne dans les pays du Golfe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud
Et en Europe, il y a par exemple plus de Palestiniens de Betsaour à Santiago du Chili qu'à Betsaour, pour donner l'idée de ce qu'a été l'exode de la population palestinienne après 1948. Donc, situation pour vous dire que les Palestiniens ont lancé un appel en 2005, un appel international, au boycott des investissements sanctions contre l'État d'Israël, sur 3 revendications, qui sont celles que l'UJFP, mon association, a entièrement reprises. Ces 3 revendications, c'est 1. Fin de l'occupation, de la colonisation, destruction du mur, libération des prisonniers. 2. Égalité des droits entre Palestiniens et Israéliens. Et 3. Droit au retour des réfugiés. Vous voyez que l'appel palestinien, il est modéré, il ne parle que du droit international. Il ne parle pas d'un État, 2 États, mais il parle de la véritable situation de la société palestinienne détruite par l'occupation et des façons d'y revenir. Alors, je vais arriver au sionisme. Si j'ai commencé par là, c'est parce que la question du sionisme, les premières fois qu'on l'a posée, moi j'ai adhéré à l'UJFP en 2002, même dans ma propre association, les gens disaient le sionisme c'est une question historique, mais l'État d'Israël existe depuis 60 ans, c'est plus la peine d'en parler. On ne comprend rien à ce qui se passe aujourd'hui si on évacue la question du sionisme. On ne comprend pas pourquoi les accords d'Oslo ont été une gigantesque mystification si on ne pose pas la question du sionisme. Au moment des accords d'Oslo, Arafat a voulu croire qu'il existait des sionistes à visage humain et qu'on pouvait négocier ce qu'il appelait la paix des braves avec des sionistes. Et que le résultat, c'est que dans les négociations, on a uniquement signé sur l'heure d'ouverture du checkpoint, mais qu'il n'a jamais été question ni d'État palestinien, ni de rien d'autre. Lors d'Oslo, l'OLP a reconnu l'État d'Israël dans ses frontières de 1948, et Israël a reconnu l'OLP. Elle n'a jamais dit qu'elle arrêtait l'occupation et la colonisation, elle n'a jamais dit qu'elle reconnaissait un État de Palestine. Et 60 ans après, et 20 ans après les accords d'Oslo, on s'aperçoit que la colonisation, elle n'est plus rampante, elle est galopante, puisqu'on a aujourd'hui, entre la Cisjordanie et Jérusalem-Est, 650 000 colons, c'est-à-dire 10% de la population juive israélienne. Que quelque part, le sionisme s'est actionné comme un rouleau compresseur colonial total et voulant rendre absolument irréversible la situation. Alors, on me dit aussi, si vous, juifs antisionistes, vous dites antisionistes, c'est que vous êtes pour rayer Israël de la carte et jeter les juifs à la mer. Et je réponds, est-ce que quand les Blancs d'Afrique du Sud ont reconnu que l'apartheid était un crime, ont accepté les conditions, l'Afrique du Sud est une et indivisible, une personne égale une voix, est-ce que ça a voulu dire les 6 millions de Blancs sud-africains à la mer? On voit bien que non, et même, ils ont gardé l'essentiel de leur pouvoir politique ou économique, quand on voit Marikana ou une situation sociale qui n'est pas très drôle en Afrique du Sud. Donc la question, elle n'est pas là. Pour nous, juifs antisionistes, les juifs israéliens resteront, mais ils resteront sur un strict plan d'égalité politique et économique. Ce strict plan d'égalité politique et économique signifie que l'entièreté des institutions de l'État juif doivent disparaître. J'ose rappeler que le seul État français dans l'histoire, ça a été Vichy. Que Vichy s'est déclaré comme État français, on sait ce que ça veut dire, et qu'aujourd'hui, dans l'État juif tel qu'il existe, tous les non-juifs, qu'ils soient citoyens d'Israël ou qu'ils soient en territoire occupé, sont discriminés avec toutes les formes de discrimination, de fragmentation que j'ai données. C'est-à-dire que le sionisme a créé l'apartheid, mais je l'ai expliqué que le sionisme ne pouvait pas créer autre chose de l'apartheid, vu les présupposés d'où il est parti. On me dit aussi, quand on critique le sionisme, mais il a existé des sionistes à visage humain. C'est vrai. Il a existé à Avraham dans les années 1920, qui était un opposant à Theodor Herzl. Il a même existé entre les deux guerres des philosophes de très grande valeur, je pense à Martin Buber ou à Johannes Magnus. En 1946, 2 ans avant la Nakba, c'est-à-dire l'expulsion de 800 000 Palestiniens de leur propre pays, il y a des élections dans le Yishuv, donc chez les Juifs qui vivent
dans la Palestine mandataire, qui sont environ 500 000 à l'époque, et 45% des voix se portent sur la liste pour un État binational, qui est dirigé par Martin Buber et qui est soutenu de l'extérieur par Hannah Arendt. Sauf que 2 ans après, c'est la guerre, et que ce courant va voler en éclats dès que la guerre va commencer. J'ai envie de dire, exactement comme une partie importante des pieds noirs français n'était probablement pas pour l'OAS, mais que quand l'OAS a commencé la politique de la terre brûlée, leur politique de vouloir cohabiter a complètement volé en éclats devant ce que l'OAS impulsait, et les terroristes de l'Irgun, la Haganah ou l'armée régulière israélienne, en 1948, ils ont imposé la politique de la terre brûlée. On nous dit aussi sur le sionisme que c'était finalement un nationalisme comme un autre. Je vais expliquer que non, ce n'est pas un nationalisme comme un autre. Alors, comment on peut définir le sionisme? Il est certain que le sionisme, au départ, est une réaction à l'antisémitisme. Il faut se ramener à la fin du XIXe siècle. D'abord, 60% des juifs du monde entier, sans doute plus même, vivent dans un seul pays qui est l'Empire russe, que ces juifs sont souvent devenus des prolétaires ou des sous-prolétaires. Il est impossible de comprendre la révolution russe si on ne comprend pas que dans ce qu'on appelait la zone de résidence entre mer Baltique et mer Noire, 10% de la population était juive, que c'était des prolétaires ou des sous-prolétaires, qui très massivement ont abandonné la religion et très massivement se sont convertis à des idées progressistes ou révolutionnaires. Les juifs d'Allemagne ou de l'Empire austro-hongrois étaient plutôt des bourgeois, socialement aisés, mais ce que Hannah Arendt appelait des parias de l'Europe. C'est-à-dire que l'antisémitisme, c'est que au moment de la volonté de création d'États ethniquement purs, les juifs sont apparus partout dans l'Europe comme étant l'obstacle à la volonté de créer des États ethniquement purs, et donc l'antisémitisme est devenu le dénominateur commun de tous les puissants de l'Europe à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Alors comment sont les juifs à l'époque? La majorité sont laïcs, non religieux et révolutionnaires. On va trouver des juifs dans tous les partis, bolcheviques, mencheviques, socialistes révolutionnaires, chez les anarchistes et chez les sociodémocrates, partout. Et en gros, c'est quelque part, je dirais, une espèce de transposition du messianisme juif dans l'idée de notre émancipation passera par l'émancipation de la terre entière. De l'autre côté, les religieux juifs, qui sont encore très forts, qui sont très concentrés, notamment dans certaines régions de Lituanie, de Biélorussie, d'Ukraine ou de Pologne, sont très farouchement antisionistes. Il faut comprendre que dans la religion juive traditionnelle, établir un pouvoir temporel est interdit, que la religion juive est une religion de l'exil, qu'il est formellement écrit dans le Talmud qu'on n'a pas le droit de retourner à Jérusalem avant l'arrivée du Messie, que même en 1492, quand les Juifs espagnols avaient été expulsés et que beaucoup d'entre eux avaient trouvé refuge dans l'Empire ottoman, ils étaient allés à Istanbul, à Smyrne, à Salonique, à Sarajevo, mais pas à Jérusalem, qui faisait partie de l'Empire ottoman, mais pas à Hébron, mais pas à Jéricho. Donc, quelque part, il n'y avait aucun attachement, au contraire, à cette terre dans la tradition religieuse. Que cette tradition religieuse considère que la langue hébraïque est la langue religieuse et que son utilisation profane est une profanation. Et que quelque part, les Juifs doivent garder leur langue, qui était traditionnellement le ladino pour les Juifs espagnols, le judéo-arabe pour les Juifs d'Afrique du Nord, ou le yiddish pour ma mère, par exemple, qui est venue d'Europe orientale. Très très minoritaire, à la fois contre les religieux et à la fois contre les Juifs socialistes. Et le sionisme, c'est terrible, c'est qu'au début, dès le départ, dès 1890, il dit l'antisémitisme est inévitable, il n'y a qu'une seule solution, la séparation. Le sionisme, c'est une théorie de la séparation qui dit, dès 1890, que juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble, ni dans le pays d'origine, ni dans le pays qui va être reconstruit, c'est-à-dire le futur État juif. Et donc, dès le départ, l'idée, c'est on part. Et donc, les sionistes vont avoir un accueil fantastique chez les puissants de l'Europe. Parce que Théodore Herzl lui-même va voir le tsar et les dirigeants anglais et allemands, il leur dit vous avez trop de juifs, vous n'en voulez plus, mais moi je trouve qu'il faut les envoyer ailleurs. Il rencontre Plévé, qui est le pire ministre, le pogromiste du tsar, en lui disant vous et moi nous avons un intérêt commun, qu'un maximum de juifs quittent la Russie.
Et donc, quelque part, le sionisme va transformer le juif paria asiatique inassimilable en Europe et soumis à l'antisémitisme en un colon européen en Asie au service de sa gracieuse majesté et des puissances impérialistes. C'est pas un hasard si la déclaration Balfour, elle est faite par Balfour, qui était un ministre antisémite anglais, qui avait été Premier ministre en 1905, qui avait fait des discours virulents contre ces juifs pouilleux qui venaient semer la révolution à Londres, et qui, 12 ans après, en 1917, envoie une lettre à Lord Rothschild au hasard, en lui disant « La Palestine que nous allons conquérir va devenir un foyer juif ». Pour Balfour, ce n'est pas un changement. Balfour, en plus, était chrétien sioniste. Je vais parler du christianisme sioniste, qui est très important dans cette affaire-là. Mais pour lui, c'était évident que les juifs parias allaient devenir des colons nazis. On dit souvent que le sionisme est un nationalisme. Il a imité tout le goût de tous les peuples européens pour l'État-nation, toute cette espèce d'idéologie qui était un peuple égal à un État, cette idéologie qui a produit les guerres des Balkans, la guerre de 14 et le nazisme. Le sionisme est né dans cette idée-là. Mais ce qu'il y a encore de plus terrible dans le sionisme, c'est que ce n'est pas un nationalisme comme les autres. Il a créé le peuple, la langue et la terre. C'est quand même pas rien. Le peuple, parce que là je partage l'avis de Shlomo Sand, il y a des peuples juifs, il y avait un peuple ladino, il y avait un peuple judéo-arabe, un peuple falacha, un peuple yiddish, mais prétendre que j'appartiens au même peuple que les falachas, c'est quand même loufoque. Hein. Les falachas, c'est les juifs éthiopiens, d'accord, qui sont Amara et bien noirs, et bien discriminés en Israël aujourd'hui avec le racisme ambiant. Donc cette idée n'a aucun sens, il n'y a pas un peuple juif, il y a des communautés qui avaient une communauté de destin liée à la religion. Ils ont inventé la langue parce qu'il y avait des langues juives, mais la langue hébraïque était la langue religieuse et n'était pas la langue pratiquée par les gens. Et ils ont inventé la terre parce que ce soit les juifs laïcs ou les juifs religieux, il n'y avait aucun attachement à cette terre. Les sionistes ont aussi, c'est aussi un colonialisme très particulier parce que c'est un colonialisme qui, à la différence par exemple du colonialisme français en Afrique du Nord, ne vise pas à asservir le peuple colonisé, mais à l'expulser. Et ça, pratiquement, dès le début, cette idée est là. En 1919, Ben Gurion écrit un livre avec Ben Tzvi, qui sera plus tard président de la République en Israël. Il écrit un livre en disant ces faits-là qui vivent en Palestine sont probablement les descendants des Hébreux. Ça, il n'avait pas tort, je vais en parler. Et donc, ils vont se convertir au sionisme. Là, évidemment, il n'avait rien compris. Et dès que les sionistes ont commencé à accaparer la terre, à l'acheter à des féodaux et à expulser les métayers qui étaient présents, il y a eu des révoltes palestiniennes. Et dès le départ, le sionisme il a été soit négationniste vis-à-vis des Palestiniens, la terrible phrase d'Israël Zangwill, que la Palestine était une terre sans peuple pour un peuple sans terre, donc ça c'est du négationnisme pur et simple, soit quand ils n'étaient pas négationnistes, d'expliquer que les Palestiniens, il n'y avait qu'une seule solution, c'était de les expulser tous. Le sionisme a surtout un rôle que souvent les gens oublient, c'est une gigantesque mystification de l'histoire, de la mémoire et des identités juives. En gros, à la base du sionisme, il y a l'idée, les Juifs sont partis en exil et grâce au sionisme, ils font leur retour. Et là, tout est faux dans cette histoire. D'abord, si on remonte à l'Antiquité, la Bible hébraïque est un livre religieux, ce n'est pas un livre d'histoire. Le gros des histoires que raconte la Bible, l'arrivée des Hébreux depuis la Mésopotamie, donc l'épisode d'Abraham, c'est faux, ça. Il n'y a aucune trace archéologique de ça. L'entrée et la sortie d'Égypte, ça n'a jamais eu lieu, et pourtant, le gros de la religion juive est centré sur des épisodes qui sont liés à Moïse et tout. La conquête sanglante de Canaan par Josué, sur laquelle les colons de Cisjordanie aujourd'hui s'appuient pour expulser les Palestiniens et dire Dieu a donné cette terre au peuple juif. Il n'y a pas la moindre trace d'une telle conquête, mais pour une raison simple. Les Hébreux sont un peuple autochtone, il y a juste une petite divergence entre les historiens. Est-ce qu'ils sont venus de Transjordanie ou est-ce qu'ils vivaient déjà? Est-ce que ce n'est pas des Cananéens qui vivaient sur place? L'un ou l'autre, ils ne se sont pas conquis eux-mêmes. Donc les trompettes n'ont pas sonné à Jéricho, et tout cet effroyable nettoyage ethnique qui est raconté dans le livre de Josué n'a jamais existé, et c'est pourtant le centre de l'histoire coloniale aujourd'hui, dans ce que les colons appellent la Judée-Samarie. Le royaume unifié de David et Salomon, j'en parlais tout à l'heure, moi quand j'étais en 6e, il fallait apprendre par cœur le plan du temple de Salomon et le reproduire.
à l'époque présumée de Salomon et David, Jérusalem est un petit village de l'âge de fer, de quelques centaines d'habitants, donc désolé, il n'y a pas eu la reine de Saba, il n'y a pas eu David ou Salomon, si ce n'est comme conducteur de troupeau. Et donc là encore, dans l'idée que le sionisme va recréer un royaume unifié, c'est faux. Ce que la Bible dit de vrai, c'est qu'à toutes les époques, dans cette région-là, ont cohabité des peuples et des religions différentes. Il y avait les Hébreux, bien sûr, mais il y avait les Iduméens, les Moabites, les Philistins, les Cananéens, et voilà. Et que c'est tout ce mélange-là dont sont issus les Judéens. Ce que dit surtout après l'historiographie sioniste, c'est que, là je passe beaucoup plus tard, en 70 après Jésus-Christ, quand les troupes de Titus prennent Jérusalem et détruisent le deuxième temple de Jérusalem, l'historiographie sioniste raconte que 3 millions de Juifs sont partis et se sont répandus dans tout l'Empire romain et au-delà. Là, les historiens sont à peu près unanimes là-dessus. La religion juive était dispersée depuis très longtemps. Depuis très longtemps, il y avait des Juifs à Babylone, il y avait déjà des Juifs en Espagne, à Carthage. Il y a des synagogues romaines qui sont plus vieilles de 150 ans par rapport à la destruction du temple. Et que, en gros, pendant 3 siècles, le judaïsme a été une religion en concurrence avec d'autres religions, le christianisme, le culte d'Isis, le culte de Mithra et tout, et qu'il a cessé d'être prosélyte quand le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain. Donc, pour faire court, l'essentiel des Juifs d'aujourd'hui sont des descendants de convertis, soit de convertis de l'époque romaine, soit de convertis ultérieurs, les Berbères qui se sont convertis au judaïsme en Afrique du Nord, dont descendent les Juifs du Maghreb, ou les Khazars qui étaient un empire turc à forte population slave, dont descendent principalement les Ashkénazes dont je suis. Et donc voilà, les Juifs d'aujourd'hui sont essentiellement des descendants de convertis, et les descendants des Judéens de l'Antiquité sont essentiellement les Palestiniens. Donc on a utilisé la Bible comme un livre de conquête coloniale, on a voulu justifier qu'on allait donner une terre au peuple juif, si tant est que c'est un peuple, j'ai dit que ça n'en était pas là-bas, mais c'est une construction idéologique qui ne repose sur rien. Et en tout cas, le peuple autochtone là-bas, c'est incontestablement les Palestiniens. Vous avez même parmi les Palestiniens, autour de Naplouse, les Samaritains, qui sont les descendants d'une hérésie du judaïsme qui date du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et vous avez encore des villages dans le nord de la Cisjordanie où ils ont le chandelier à 7 branches. Donc cette idée qu'il y a eu exil et retour, c'est faux. Les descendants des Juifs de l'Antiquité, c'est eux qui se sont convertis successivement au christianisme et à la religion musulmane dans leur majorité, mais pas tous. Et il y a eu, de façon permanente, entre la dernière grande révolte juive par Korba au IIe siècle après Jésus-Christ et l'arrivée des premiers colons sionistes, il y a eu entre 2 et 5% de la population palestinienne qui était juive, mais c'est plutôt moins que ce qu'il y avait à la même époque en Irak, en Perse ou en Égypte. Donc voilà, la vérité, elle est là. Après, dans mon livre, j'aborde plusieurs questions sur le judaïsme qui méritent quand même d'être dites. Par exemple, j'aborde la question sionisme et monde arabe. Aujourd'hui, les sionistes essaient de dire que les juifs ont vécu le martyre dans le monde arabo-musulman et ils essaient de mettre en silence ce que les juifs ont vécu dans le monde chrétien. Là-dessus, il faut être sérieux. Avant le sionisme, les juifs du monde arabe ont vécu une situation qui n'est pas la citoyenneté, c'est la situation de dhimmi, que d'ailleurs les juifs iraniens vivent toujours. Dhimmi, ça veut dire protégé. Ça veut dire qu'ils avaient en gros une espèce d'auto-administration de leur quartier, mais ils n'ont jamais eu, comme dans le monde chrétien, les pogroms, les massacres, les expulsions, les spoliations ou les stéréotypes antisémites, ou surtout, ce qui a été le cas dans le monde chrétien, la privation de la terre. Je parle aussi dans mon livre justement de sionisme et christianisme. D'une part, l'antisémitisme est directement une transposition de l'antijudaïsme chrétien. Donc c'est le monde chrétien et l'Europe qui créent l'antisémitisme. Et quelque part, le monde chrétien s'est débarrassé de sa responsabilité de l'antijudaïsme sur le dos des Palestiniens qui n'avaient aucun rapport avec ça. C'est le monde européen qui a créé le génocide. Aujourd'hui, les sionistes essaient de dire qu'il y a eu des nazis ou des collaborateurs dans le monde arabe. Il y en a eu quelques-uns, le grand moufti de Jérusalem, mais très peu, beaucoup moins que dans les élites européennes. Et de façon générale, ces idéologies-là ont infiniment moins pris dans le monde arabe qu'elles l'ont pris en Europe, quand on sait que plus de la moitié de la classe politique française, par exemple, était pro-nazie.
Donc là-dessus, on enlève complètement cette idée-là. Les sionistes aujourd'hui, y compris, se sont adressés aux juifs du monde arabe d'une façon terrible, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu d'antisémitisme dans le monde arabe. Ce sont les sionistes qui, en assez grande partie, sont allés chercher les juifs du monde arabe en présentant ça comme un échange de population avec les Palestiniens. Au Maroc, par exemple, où 5% de la population était juive en 1950, il y a eu des propagandistes qui ont sillonné les campagnes marocaines. 95% des juifs marocains sont partis en Israël pour former aujourd'hui un sous-prolétariat qui subit le racisme. Dans ma famille yiddish, on les appelait les Schwarz, les Noirs, qu'à l'arrivée au bateau à Haïfa, quand on venait de Roumanie, un juif venait de Roumanie, on lui proposait un appartement à Tel Aviv. Quand un juif venait du Maroc, on lui proposait une terre à Sderot. On lui disait, c'est dans le désert, mais vous avez l'habitude. Et que ces juifs venus du monde arabe ont d'entrée été soumis à des tas de discriminations, y compris se sont révoltés à plusieurs reprises dans la société israélienne. Les juifs du Yémen n'ont jamais subi d'antisémitisme. C'était des Arabes, parlant arabe, des tribus arabes, convertis au judaïsme depuis 2500 ans. Ils avaient une légende que le Messie viendrait les chercher sur ses ailes. En 3 semaines, les sionistes sont arrivés en avion et ils ont vidé une communauté qui était vieille de 25 siècles. Et 40 ans après, ça donne l'assassin de Rabin, qui était un juif yéménite. Les juifs irakiens, on sait aujourd'hui que l'attentat contre la synagogue de Bagdad en 1950, c'était l'ancêtre du Mossad, c'est-à-dire qu'il y a eu une campagne de terreur pour les pousser aussi à l'immigration. Je ne dis pas que les pays arabes les directions ont une attitude exemplaire, très loin de là. Très loin de là. Ils n'ont rien fait pour retenir leurs juifs, mais essentiellement, l'émigration environ d'1 million de juifs du monde arabo-musulman est venue de la propagande du sionisme et surtout du fait que la conquête de la Palestine et l'expulsion des Palestiniens de leur propre pays a rendu très très problématique la continuation d'une vie qui était très ancienne. Il faut savoir que les Juifs du Maroc étaient là, c'était des Berbères qui étaient là avant l'arrivée des Arabes. Donc c'était une existence très ancienne et c'était des Berbères eux-mêmes. La Kaïna, qui est la grande héroïne de résistance aux troupes arabes au Maghreb, était une reine juive des Aurès. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. Dans mon livre, je traite aussi de sionisme et socialisme. Il y a eu dans les rangs de la gauche des tas d'illusions sur une gauche israélienne, sur le kibbutz et tout. Sur le kibbutz, j'ai travaillé, j'ai fait sioniste dans ma jeunesse. Je reprendrai ce que dit Shtebosand, qui est assez extraordinaire. Il explique que la colonisation de la Palestine, la colonisation individuelle était impossible. Parce que la structure de la terre, elle appartenait aux féodaux et elle était occupée par des métayers. Donc seule était possible la colonisation collective. Aujourd'hui, en Cisjordanie, il n'y a plus de kibbutz, il y a des blocs de colonies. Évidemment, la armée israélienne pour diriger les Palestiniens. Mais où est-ce qu'on a installé les kibbutz? On les a installés là où il y avait énormément d'Arabes, donc en Galilée. On les a installés sur les zones frontières. On les a installés dans le Negev. Et le kibbutz, c'était un socialisme pour juifs seulement, exactement comme l'État juif. C'est-à-dire que si jamais un kibbutznik avait l'idée malencontreuse de tomber amoureux d'une Palestinienne, ils étaient dégagés instantanément du kibbutz. Quand on pense à socialisme, parfois, les gens pensent à l'Histadrout, le syndicat unique israélien. Il faut savoir que l'article numéro 1 du syndicat Histadrout, qui est fondé en 1920, donc 25 ans avant, 22 ans avant Auschwitz, 28 ans avant la création d'Israël, l'article numéro 1 de la Histadrout, c'est la défense du travail juif. Vous imaginez si la CGT en France avait comme article numéro 1 la défense du travail français, vous comprendriez ce que ça veut dire. L'article numéro 1 que fait la Histadrout dans les années 20, c'est le boycott des commerces arabes. C'est-à-dire qu'il crée une société juive qui directement va boycotter les Palestiniens qui sont les voisins. La Histadrout, son premier acte de guerre en 1936, c'est de briser la grève générale des Palestiniens au moment de l'insurrection palestinienne qui va faire 12 000 morts réprimés par l'Angleterre en 1936. Et la Histadrout aujourd'hui, elle doit des centaines de millions de shekels aux travailleurs palestiniens qui ont été obligés de cotiser à la sécurité sociale et aux retraites quand ils ont travaillé en Israël, et quand ils ont été licenciés après la première intifada, ils n'ont vu aucune espèce de couleur de ça. Et la Histadrout aujourd'hui refuse de syndiquer les dizaines de milliers de travailleurs qui viennent d'Afrique de l'Est, et pour lesquels non seulement on ne peut pas les syndiquer, mais Netanyahou a expliqué qu'il ne fallait pas scolariser leurs enfants parce que ça atteindrait au caractère juif de l'État. Toujours sur le caractère socialiste, il faut comprendre que l'État d'Israël et le sionisme ont été dirigés jusqu'en 1977
par ce qu'on appelle improprement la gauche sioniste. Il n'y a pas un crime contre les Palestiniens dans lesquels cette gauche, avec toutes les guillemets qu'il faut y mettre, n'est pas impliquée. Le plan d'Alet, l'expulsion des Palestiniens en 1948, c'est Ben Gurion, c'est la Haganah, c'est la gauche sioniste. Le 1956, l'attaque contre l'Égypte et le canal de Suez et tout, c'est Ben Gurion à nouveau, et Moshe Dayan. 1967, c'est Lévi Eshkol qui est au pouvoir quand il y a la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours est à peine terminée. C'est le plan de Yigal Allon, un des ministres les plus à gauche de ce gouvernement, qui décide la colonisation. Et comme ils n'ont pas le personnel politique pour coloniser la Cisjordanie, ils vont aller chercher le seul tout petit courant religieux sioniste, parce que l'écrasante majorité des religieux n'étaient pas sionistes à cette époque, et ils vont les envoyer avec des millions de shekels en Cisjordanie pour commencer à coloniser. Si vous regardez plus tard, la construction du mur, c'est Fouad Ben Eliezer, parti travailliste. L'agression contre le Liban, c'est Amir Peretz, parti travailliste. Pour Mursi, c'est Ehud Barak, parti travailliste. Il a quitté depuis. Vous ne trouvez pas un seul crime contre les Palestiniens dans lesquels cette gauche n'est pas trempée dedans. Ce que je peux en conclure, c'est que le sionisme a gommé les différences idéologiques. Il n'y a pas de gauche sioniste. Et qu'aujourd'hui, le fait qu'Israël est un gouvernement de type OAS, un gouvernement d'extrême droite avec des fascistes affirmés comme Lieberman, ce n'est pas un accident d'histoire, c'était quelque chose qui était inscrit par le développement du sionisme tel qu'il s'est déroulé. Dans le livre toujours, j'ai un sous-chapitre que j'aurais aimé court, mais il ne l'est pas, sur sionisme et fascisme. Alors j'en parle comme fils d'un militant de la MOI et du groupe Manoukian, pour qui, au berceau, le fascisme était le crime absolu. Et là, il y a des choses à dire. D'abord, Ben Gurion lui-même, le grand dirigeant qui va créer l'État d'Israël, en 1933, quand Hitler prend le pouvoir, les Juifs américains déclarent le boycott de l'Allemagne nazie. Ben Gurion brise ce blocus, et depuis le Yishuv, depuis la Palestine mandataire, il va négocier avec les nazis l'accord de Havara, signé fin 1933, et qui, en gros, on brise le blocus, et en échange, les Juifs allemands pourront émigrer en Palestine avec leurs biens. Il faut comprendre que la décision de la solution finale ne sera prise par les nazis qu'en 1940, quand la décision d'attaquer l'Union soviétique est prise, mais que jusque-là, les Juifs pouvaient partir en Palestine, mais pas aux États-Unis, pas en Angleterre, qui étaient des pays ennemis. Et donc, une partie de l'élite israélienne, ce seront des Juifs allemands qui vont partir dans ces conditions-là. Alors, on peut dire quelque part, il les a sauvés. D'un autre côté, il est certain que s'il y avait eu le blocus de l'Allemagne nazie, tout le réarmement de l'Allemagne aurait été impossible. En tout cas, il y avait une contradiction incroyable entre la grande majorité des Juifs à l'époque, qui s'engagent dans les brigades internationales en Espagne, qui combattent le nazisme par tous les moyens, et le Yishuv, la Palestine mandataire, les Juifs qui sont là-bas, qui eux, sionistes, qui eux collaborent directement avec les nazis. Il y a une scission du mouvement sioniste dès 1931, se crée un courant qui s'appelle lui-même courant révisionniste, dont les premiers dirigeants sont Jabotinsky et Menachem Begin. Dès leur fondation, ils vont entamer un terrorisme terrible contre les Palestiniens, des attaques contre les marchés, des attaques individuelles. Jabotinsky avait vécu des années en Italie fasciste, il était un admirateur de Mussolini, c'est lui qui est l'inventeur de la théorie du transfert des Palestiniens, qui est quelque part une imitation de ce que les fascistes italiens ont fait en Éthiopie. Quand il y aura la scission de l'Irgun en 1940, va se créer en dehors de l'Irgun un groupe encore plus extrémiste, le groupe Stern, et le groupe Stern va continuer à tuer des soldats anglais jusqu'en 1944. En 1943, le groupe Stern envoie même des émissaires aux nazis en disant « Nous avons un intérêt commun, nous battre contre les Anglais, nous pouvons nous entendre ». Il y a déjà des millions de morts dans les camps de concentration et dans les camps d'extermination. En 1944, le groupe Stern assassine Lord Moyne, qui est le haut représentant britannique au Caire. Plus tard, il continuera ses crimes. En 1948, c'est eux qui tueront Bernadotte et tout. Et quand même, le chef historique du groupe Stern, après la pendaison de Stern, qui était Yitzhak Shamir, sera Premier ministre d'Israël pendant 7 ans. Donc il faut savoir quand même que l'État d'Israël a eu pendant 7 ans un Premier ministre qui n'était pas seulement un terroriste, mais qui était quand même un collabo. Attends, moi je voudrais qu'on juste resitue un... Tu dis que Menachem Begin a fait des attentats contre les Palestiniens et qu'il était considéré comme un... Et contre les Anglais après. Voilà. Mais les Israéliens, quand ils racontent cette histoire,
ils ont tendance à dire qu'il était considéré comme plutôt un résistant qui serait battu contre l'occupant, puisque à l'époque, lui, il était résident dans ce pays qui ne s'appelait pas encore Israël, puisqu'on est avant 48, et qu'au moment où il fait des attentats contre un occupant qui est l'anglais. Ce que je veux dire, c'est que mon père était dans le groupe Manoukian, donc il a été traité de terroriste, et la fiche rouge, c'était sur les terroristes. Je veux dire que, évidemment... C'est plus résistant que terroriste. Je veux dire... Les nazis ont traité le groupe Manoukian de terroristes. Je veux dire que les Anglais ont traité évidemment Menachem Begin et Yitzhak Shamir de terroristes. Et aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que quand aujourd'hui Israël parle du Hamas comme terroriste, ça ne tient pas debout. Je veux dire que quand... C'est ça que je veux dire. C'est que, d'ailleurs on peut en parler, quand il y a eu l'opération Bordure Protectrice, j'ai demandé à un camarade gazaoui qui habite Marseille, et qui a lu la liste des 2200 morts. Donc en dehors du fait que sur les 2200 morts, 85% étaient des civils, et que parmi eux, il y avait plus de 500 enfants et plein de femmes et tout, quand on regarde les militants qui sont morts, on trouve des militants de tous les partis, du Hamas, du djihad islamique, du Fatah, du FPLP, du PPP, de l'initiative palestinienne, de tout ce qu'on veut. Mais tous ces gens-là, qui sont des Gazaouis, et dont certains ont balancé des roquettes sur Sderot et tout, sont traités aujourd'hui de terroristes par l'État d'Israël. L'État d'Israël a obtenu de la communauté internationale que le Hamas soit décrit comme entité terroriste, et exactement dans des conditions où on oublie complètement que Menachem Begin et Yitzhak Shamir étaient d'authentiques terroristes, puisqu'ils ont assassiné non seulement des Palestiniens, mais évidemment beaucoup d'Anglais et même des internationaux comme Bernadotte ou Lord Moyne et tout. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que sur cette question-là de sionisme et fascisme, il y a hélas beaucoup à dire. Sur... Là, tout à l'heure, tu viens de faire tu viens de parler du Hamas, là, on a un Gazaoui qui est là, ça vaut peut-être le coup de préciser. Le Hamas, quand on entend certains Gazaouis, n'est pas considéré comme un gouvernement particulièrement sauveur ni démocratique. Il faudrait peut-être poser la question aux Gazaouis eux-mêmes pour savoir, on en a un là, on peut lui demander. Oui, juste avant, je vais dire un peu mon avis là-dessus. Bien évidemment, quand j'étais à Gaza, j'entendais des critiques extrêmement sévères contre les deux gouvernements, celui des Fatah et celui du Hamas, surtout sur l'idée que leur désunion était un véritable scandale. Mais encore une fois, il n'y a aucun parallèle possible entre l'occupant et l'occupé. Aucun. Je veux dire que dans la résistance française, il y a eu des saloperies, il y a eu des crimes, il y a eu des choses absolument ignobles. Aucun parallèle possible n'était possible entre la résistance et l'occupant nazi. Je veux dire qu'aujourd'hui, j'ai les pires critiques à faire sur le Hamas, j'en ai très largement autant à faire sur l'autorité palestinienne. J'ai rencontré des Palestiniens qui m'ont dit à plusieurs reprises on aurait aimé avoir un ennemi et pas deux, et ils parlaient de Mahmoud Abbas. Une fois qu'on a dit ça, je le dis, quand ces gens vivent en cage, quand ces gens sont enfermés, quand ils sont privés de tout droit, quand ils vivent sous apartheid et tout, toute espèce de façon de dire ouais, mais en face, c'est quand même pas génial et tout, je m'excuse, pour moi, c'est quelque chose qui est totalement inacceptable. J'ai des tas de critiques à faire, et on a vu ce qui s'est passé après, sur ce qu'a été le FLN pendant la guerre, et on a vu que probablement, il y a des tas de choses qui auraient dû être réglées, qui ne l'ont pas été, parce qu'il y a eu des crimes qui se sont commis à cette époque. Il n'y avait de toute façon aucune espèce de parallèle qui était possible à faire entre l'armée française ou l'OAS d'un côté, et le FLN de l'autre côté. Ça, je suis désolé, la question occupant-occupé, pour moi, aucun parallèle n'est possible sur cette question-là. Sur le Hamas, je dirais simplement une chose. Cette guerre-là n'est pas une guerre religieuse. Quand les premiers courants religieux apparaissent côté juif, c'est 1967. C'est les sionistes dits de gauche qui ont inventé, qui sont allés chercher le seul courant religieux pour coloniser. Quand l'islam politique apparaît dans cette guerre, c'est au début des années 1980, avec le Hamas en Palestine, qui est la branche palestinienne des frères musulmans, et avec le Hezbollah au Liban, qui est un parti chiite, mais le succès des deux va venir de l'occupation. Le succès du Hezbollah, c'est parce qu'il y a eu 20 ans d'occupation coloniale du Sud-Liban. J'ai moi-même vu les queues de bagnoles en 1994 de Libanais du Sud qui allaient travailler dans les entreprises israéliennes à l'époque où le Sud-Liban était littéralement annexé.
C'est l'occupation qui a fait le succès du Hezbollah, et c'est l'occupation qui a fait le succès du Hamas aussi. Et j'ai envie de dire que ce qui fait encore plus le succès du Hamas, et on l'oublie toujours, c'est les accords d'Oslo. C'est-à-dire que la victoire électorale du Hamas, c'est parce que les accords d'Oslo ont été une gigantesque duperie, parce qu'ils ont abouti à tout ce qu'on veut, sauf à la création d'un État palestinien, parce qu'ils ont fait empirer de façon terrible la situation des Palestiniens. Le vote palestinien, j'ai connu des communistes ou des chrétiens qui ont voté pour le Hamas aux élections de 2006, le vote palestinien, c'est un double vote de protestation contre les accords d'Oslo et contre la corruption. Mais j'ai envie de dire, la corruption, le Hamas a les mêmes problèmes aujourd'hui. Dans une situation de colonisation, on ne voit pas comment il ne peut pas y avoir de corruption. Comment vous voulez qu'en Cisjordanie, comme à Gaza, où l'argent arrive de l'extérieur et est redistribué, il n'y ait pas de clientélisme ou de corruption. Donc, je ne suis pas, bien évidemment, pour le Hamas. Mes sympathies, je ne le nie pas, vont à la gauche palestinienne, dont j'aurais aimé qu'elle soit moins stupide que la gauche française. Mais voilà, je dis simplement que dans une situation d'occupant-d'occupé, mettre sur le même plan occupant-occupé n'est pas possible. C'est ça que je voulais dire. Je veux quand même ajouter quelque chose là-dessus. Ce qui est essentiel pour le sionisme, c'est de ne pas avoir de partenaire pour la paix. Et quand il en a un, il l'humilie ou il le détruit. Il faut comprendre que pendant des années, il n'y avait pas de religieux parmi les opposants à la politique d'occupation. La plupart des Palestiniens étaient laïcs, parlaient hébreu et avaient même intériorisé la victimologie juive, dont j'estime pour ma part que Israël est tout sauf un État juif. Je trouve qu'Israël s'est créé en rupture avec le judaïsme. Je crois que je l'ai assez bien expliqué. Mais en tout cas, les premiers négociateurs palestiniens étaient laïcs et et qu'est-ce qu'ont fait les Israéliens? Ils les ont humiliés, ils les ont emprisonnés, ils les ont assassinés, et puis ils ont eu le Hamas. Ils ont fait monter pendant un certain temps le Hamas. Il y a eu des périodes où à Gaza, il n'y avait pas de travail. La seule façon de travailler, c'était de partir à Tel Aviv. On ne pouvait rien construire, aucune entreprise et tout, à part des mosquées. Et puis, quand le Hamas est devenu suffisamment puissant, alors Israël a assassiné de façon extrajudiciaire le Cheikh Yassine, Ahmed Rantisi. Je vous signale quand même qu'entre 2006 et maintenant, en dehors des grands moments de guerre, plomb durci et piliers de la défense et bordures protectrices, les exécutions extrajudiciaires à Gaza ont tué 650 personnes. Les exécutions par des drones. C'est ce qui est raconté notamment dans le film de Gatekeepers, là, sur le Shin Bet. Les Israéliens ont tué 150 paysans sur la zone frontalière, dont une bonne moitié des paysannes, et à côté 6000 ânes, qui étaient sûrement des dangereux terroristes aussi. Ils ont tué, rien que dans l'année 2013, 11 pêcheurs. C'est pour vous dire que, voilà, on tué de façon extrajudiciaire. Le Hamas, on l'a fait monter à un moment, et quand il a été trop puissant, on en a fait l'ennemi à abattre. Mais il faut comprendre que le but des Israéliens, c'est pas d'avoir un partenaire pour la paix. S'ils en voulaient un, ils libèrent Marwan Barghouti et c'est terminé. Ils sont un partenaire pour la paix et des véritables négociations. Mais ils n'en veulent pas. Ce qu'ils veulent surtout, c'est arriver à la situation aujourd'hui, c'est-à-dire rendre la colonisation irréversible. En même temps, le sionisme pose un vrai problème à son projet historique. Le projet historique du sionisme, c'était un État juif homogène. Ils ne l'ont plus. 6 millions, ce que j'ai expliqué. C'est-à-dire que les sionistes sont rentrés à l'insu de leur plein gré dans une situation d'apartheid dont je pense qu'ils ne sont pas prêts de s'en sortir. Mon optimisme, c'est que, même si en Afrique du Sud ou dans le sud des États-Unis, il a fallu 50 ans de lutte contre l'apartheid, je ne pense pas qu'une lutte contre l'apartheid puisse être vaincue. Mais en tout cas, on est entré dans cette période-là. C'est ça que je veux que vous compreniez bien. Et le Hamas a été l'ennemi rêvé pour ça, mais créé de toutes pièces. Mais une fois qu'on a posé la question d'un sionisme colonisateur, manifestement décalé dans le temps, puisqu'il se comporterait, selon ce que tu dis, et ce que disent d'autres gens d'ailleurs, dans une attitude encore 19e, enfin, c'est-à-dire qu'il serait encore... Il n'est pas décalé, c'est volontaire. Hein. C'est pas l'insu de son plein gré. Est-ce qu'on peut directement considérer que le sionisme a une intention, est un mouvement dont l'intentionnalité est clairement colonisatrice, conquérante et exterminatrice, comme tu le dis? J'ai pas dit exterminatrice.
Mais nettoyage ethnique, c'est pas ethnique. l'extermination, c'est vider les gens. C'est vider les gens. Il y a eu 28 000 morts dans la guerre de 48 D'accord. et 800 000 expulsés. Voilà, les chiffres, c'est ça. Est-ce qu'on peut aussi essayer d'aborder un autre angle et de se dire, puisque toi-même tu as appartenu à un mouvement sioniste à un moment donné, il y avait au départ sans doute une utopie, un rêve sans doute qui a dérivé, qui a dérapé, parce que toi-même tu as fait partie, tu dis que tu as fait partie d'un mouvement sioniste. Non, pas d'un mouvement sioniste, j'ai travaillé avec vous, mais je peux expliquer d'où ça vient. En tout cas, tu as dit que tu étais sioniste à un moment donné. J'étais sioniste à 17 ans. Alors peut-être que tu vas nous expliquer qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans le sionisme, mais après en sortir sans marquer. Voilà, donc ce que je peux expliquer, c'est que l'air dans lequel respire un juif israélien encore plus, mais y compris un juif français ou d'ailleurs, l'air est sioniste. Il y a par exemple dans le film Le Mur de Simone Bitton, qui est une anticolonialiste israélienne, le film commence par un travelling le long du mur qui est en construction à Jérusalem, et elle est à côté d'une gamine de 5 ans, et elle lui dit « Qu'est-ce que c'est que le mur ?» Et la gamine, elle répond « Aravite, les Arabes, ils sont derrière. » Dans un autre film anticolonialiste israélien, pour un seul de mes deux yeux, d'Avi Mograbi, on voit ce que c'est que le complexe de Masada. Masada, c'est la citadelle au-dessus de la mer Morte, où en 73 après Jésus-Christ, les zélotes révoltés contre Rome ont préféré le suicide à la reddition. Et on voit donc un gosse de 10 ans qui crie face à la mer Morte du haut de la citadelle de Masada, « Romain, je te hais, Romain, je préfère le suicide à la reddition » et tout. C'est-à-dire que les Israéliens sont éduqués dans l'idée, si nous reculons, si nous faisons la moindre concession, c'est les Juifs à la mer. Moi, j'ai eu une éducation laïque, de parents ex-communistes et tout, mais par exemple, la version laïque de l'histoire racontée par les sionistes, c'est le livre Les Derniers des Justes de André Schwarzbart, qui commence avec le pogrom d'York au XIIe siècle et qui se termine à Auschwitz. Donc j'ai grandi avec l'idée que nous sommes des maudits, que tout le monde veut détruire et que tout le monde veut persécuter. Depuis, je sais que l'histoire juive a été un petit peu plus complexe que ça, qu'il y a eu des périodes, y compris en Europe, plus fastes et des périodes plus difficiles. Mais ce qui est terrible à propos du sionisme, c'est qu'aujourd'hui, le sionisme vit essentiellement du fait que le nazisme a tué la moitié des juifs européens. Il vit de ce traumatisme-là, alors que les sionistes n'ont joué aucun rôle dans la résistance au nazisme, et même, ce que j'ai expliqué, qu'il y a eu un nombre non négligeable de collaborateurs à leur tête. Et donc c'est ça cette histoire de fou. C'est-à-dire que, ce que je veux dire, c'est que face à une barbarie comme le nazisme, face à une barbarie comme l'antisémitisme, il n'y a pas d'alternative au vivre ensemble dans l'égalité des droits. Je vais prendre l'exemple des Roms. Il n'y a pas aujourd'hui une population plus discriminée. Il y a ce salopard de Valls qui déclare que les Roms n'ont pas vocation à rester en France. Il utilise les termes qui ont été utilisés contre les Juifs dans les années 30, les mêmes, exactement. Imaginons que chez les Roms, il y ait des sionistes et qui fassent leur congrès à Bâle au hasard, comme Herzl, et qui décident est-ce qu'on fait un État Rome en Roumanie ou en Inde. On comprend bien que dans tous les cas, c'est une guerre. On comprend bien que l'idée que face à la discrimination et au racisme, la seule façon de contrer ça, c'est la séparation, c'est une idée mortifère. La séparation, c'est une idée de haine et de racisme. En Yougoslavie, il y avait une Yougoslavie avec plein de minorités, 200 000 morts plus loin, il y a 7 Yougoslavies avec plein de minorités. Et ça a changé quoi? C'est-à-dire que l'idée qu'on puisse remplacer le vivre ensemble par la séparation, c'est une idée de mort. C'est l'idée de base du sionisme. L'idée coloniale du sionisme, elle est initiale. L'idée de séparation du sionisme, elle est initiale. L'idée du racisme, l'idée de dire que les juifs et les non-juifs n'ont pas les mêmes droits, je veux que vous compreniez une chose. La totalité des institutions israéliennes qui ont expulsé les Palestiniens de leur propre pays, elles sont créées 25 ans ou 30 ans avant Auschwitz et avant la création de l'État d'Israël. On peut donner les dates. La Banque coloniale juive, 1898. Le KKL, le Front national juif, celui qui plante des arbres là où il y a des villages palestiniens en dessous, 1901. La Histadrout, 1920. La Haganah, la future armée israélienne, 1921. L'agence juive, celle qui donne les biens piqués aux Palestiniens, aux nouveaux immigrants, 1928. On est bien avant la question du nazisme. Donc moi, quand j'ai été sioniste, j'avais dans l'idée que Israël était une réparation à l'antisémitisme. Non seulement ça n'en est pas une, mais je vais même dire le point de vue des Européens. Est-ce que vous pensez que les dirigeants européens sont pro-israéliens
parce qu'ils se sentent coupables. Non. Ils sont pro-israéliens. Là, je reprends les paroles d'Eyal Sivan, un grand cinéaste israélien, parce que cet État surarmé qui dépense 60% de son budget dans l'armement et les technologies de pointe, c'est leur État rêvé. Ils ne veulent pas d'un État oriental qui vivrait en paix avec ses voisins. Ça ne les intéresse pas. Mais par contre, est-ce qu'ils se sentent coupables? En 1945, il y a des centaines de milliers de rescapés du Yiddishland et des camps de concentration qui errent dans des camps en Europe, en Tchécoslovaquie, en Bavière et tout. Shlomo Sand est né dans un de ces camps en Autriche. Ils demandent tous des visas pour la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Danemark. Et que leur disent les dirigeants européens qui viennent de gagner contre le nazisme, maintenant vous avez un pays, vous dégagez quand vous voulez. C'est-à-dire que l'Europe s'est déchargée de son crime antisémite sur le dos des Palestiniens. Je ne vois pas ce qu'il y a d'excusable là-dedans. Je dis qu'à 16 ans, quand il y a la guerre des 6 jours, je vis le traumatisme que vivent tous les Juifs. Ils veulent encore nous détruire. Je ne savais pas ce que je saurais 2 mois après, en discutant avec un cousin de mon père qui est général dans l'armée israélienne, que Israël n'était pas du tout encerclé, que les plans d'agression contre les pays arabes étaient prêts, que lui qui était général dans l'armée avait fait les plans de bombardement de Khartoum et de Bagdad, et il m'annonce en juillet 67 que la colonisation va commencer. Donc je veux dire, tout ça, je ne le savais pas. Je veux dire qu'il y a eu, dans toute la question du sionisme, une mythification de l'histoire. Le sionisme présente les Juifs comme ayant été des victimes, étant des victimes et devant être des victimes. C'est dans le béaba du sionisme, dans la mentalité du complexe de Masada, c'est ça. Aujourd'hui, quand 85% de la population israélienne approuve le massacre qui vient d'être fait à Gaza, c'est parce qu'ils se vivent comme victimes. Et en même temps, ils savent que leur projet va dans l'impasse, puisque la moitié des Israéliens ont un 2e passeport, et puisque 15 à 20% des Israéliens juifs vivent déjà hors d'Israël. On va poser la question à quelqu'un qui est aussi juif, qui vit en Israël, qui est là, qui est en train de filmer. Comment il va faire pour parler, pour filmer.